Merci, donc bonjour à tous. Moi, je suis Simon Andris, je travaille et je vous parle un peu de la modélisation pour les techniques culturelles. Donc, on va avoir un focus essentiellement naturel. Donc, quand on réfléchit à pratique culturelle, il est nécessaire de monter d'un niveau de réflexion, de sortir de l'échelle du TK. On va voir plutôt une action curative. Voilà, on va intervenir sur des plans de levée à différents stades, des désherbages chimiques, mécaniques, de l'arrachage manuel, pour avoir une réflexion sur l'échelle du système de culture et à viser une action préventive. Le but, c'est d'avoir une action sur le stock semencier, parce que si je réduis mon stock semencier, je vais pouvoir réduire la quantité de graines qui vont lever et donc être présent dans le culture. Le but, ce n'est pas de choisir l'un ou l'autre, mais d'avoir vraiment une combinaison des deux pour une double action. Alors, pourquoi c'est plus compliqué avec le Datura? Donc, on a vu que le Datura avait un TAD assez faible, autour des 30%. Donc, si je prends 2500 grammes de Datura, ça représente à peu près la production d'un pied. Je les enfouis une année. Si je reviens 5 ans après, il me restera 420 grammes. On peut dire que 420 grammes, ce n'est pas vraiment, mais si on est en comparaison avec une année, si je mets autant de graines de pain, il m'en restera 6. Donc, on voit qu'on est sur un différentiel assez fort. Et surtout, à l'inverse de l'adventisme, on n'a pas de toxicité avec ceci, alors qu'on en est avec le nature. Donc, il y a une exigence de propreté pour le territoire qui est plus forte, qui est importante, comparé aux autres adventismes. C'est pour ça que c'est plus difficile. Pour parler de nos différentes pratiques culturelles et leur effet à différentes échelles, on a utilisé le logiciel Odera. Odera, c'est un modèle en ligne proposé par la Contextuelle qui sert à évaluer les risques d'habiter des adventistes en fonction des pratiques. Donc, Odera va intégrer différents éléments, notamment la biologie des adventistes, avec leur période de levée préférentielle, et des pratiques culturelles, de SPI, la rotation, le travail du sol, les désherbages mécaniques. Tout ça pour nous donner une pression d'adventistes sur le système de culture. Odera a deux utilisations. Une première utilisation plutôt sous forme de diagnostic. Je fais l'état des lieux de ma parcelle, je regarde qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, qu'est-ce qui est efficace ou moins efficace. Et dans un second temps, je peux me servir de cet outil Odera pour reconcevoir mon système et pour avoir une phase de conseil pour proposer une parcelle, un nouveau système de culture plus efficient et plus résilient. Alors, comment marche Odera de manière très concrète? On lui met des données d'entrée, typiquement les cultures de rotation, les dates de semis, les travaux d'interculture, les désherbages mécaniques, et il va nous sortir différentes choses selon les niveaux qu'on regarde. Le premier niveau, ça va être le niveau mangeur. C'est on va avoir un fond des points pour mesurer l'effet de chaque pratique. On va avoir des premiers points qui vont être donnés en fonction de la date de semis, qui vont représenter le risque initial de ma culture. Et chaque action que je vais venir faire va me retrancher les points sur ce risque initial. Ça permet de voir le positionnement d'un ménage, le positionnement d'un labour, sa pertinence. Est-ce que le fait d'avoir une densité de semis importante va avoir un effet? C'est pour là qu'on s'agrégé pour nous donner un score annuel selon chaque adventiste. Et à l'échelle de la rotation, toutes les années saisies vont nous donner un risque à l'échelle du système de culture par adventiste. Un risque qui va aller de 0 à 100 sur cette échelle-là, 0 étant un risque très faible, un système complètement résilient et performant pour la gestion d'une adventiste, à une note de 100, où le système sera très favorisant pour un adventiste. Pour vous montrer un exemple, je vais parler de l'agriculture numéro 1 dans le Garotos, qui servira de fil rouge pendant ma présentation. Donc, cet agriculteur 1, qui est dans le Pas-de-Calais, une rotation un peu typique des légumiers du Pas-de-Calais, on fait légumes, betteraves, pommes de terre, juste coupé d'un blé à chaque fois, une rotation de 6 ans. Donc, on voit que sa note sur les natures extrêmement élevée. On a 58, on a un gros risque sur sa rotation. J'essaie de creuser un petit peu pourquoi. On voit qu'on a une rotation peu diversifiée, on a une adventiste avec un TAD faible, et on a un bon impact de la culture légumière, parce que si on regarde à l'échelle de la culture, on voit que pour la betterave et le blé, pas de souci particulier. J'ai une note d'erreur pour ces années-là qui sont 0. La pomme de terre, elle est à 16. J'ai un risque très faible lié à cette culture-là. Par contre, pour l'écho, j'ai un risque qui dépasse les 5. Pourquoi? Parce que quand on a des périodes de semis, la période de semis est en plein pic de végétation. Alors que pour les cultures, ce n'est pas le cas. On a, si on regarde dans le détail, un passage en interculture peu efficace, on a un ménage, et le chimique n'est pas pris en compte. C'est une des particularités de l'ERA. Le chimique est juste là, juste saisi pour mesurer l'effet du désherbage mécanique, mais il ne sert pas en tant que tel. Il n'est pas intégré de manière complète. C'est volontaire, c'est pour éviter que la chimie
on lance tout sur la note et on est vraiment une note liée aux pratiques des cultures. Donc, Odera est bon parce qu'on voit que la note au niveau de la rotation est élevée, mais il ne prend pas en compte la toxicité. Il va falloir creuser un peu plus. C'est une des limites de cet outil. C'est un outil pour le risque agronomique et non pour le risque toxique. Donc, on va apporter des moyens complémentaires pour évaluer le risque lié à la toxicité du datura. Pour ce faire, on a fait différentes pratiques et via l'échantillon, une quinzaine d'agriculteurs répartis dans 3 régions, les Hauts-de-France, la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine, auxquels on a demandé plusieurs données, l'évolution du datura sur leur parcelle, les programmes RMRC, comment se compose l'environnement de la parcelle, est-ce qu'eux ont une définition du seuil problématique. On a aussi eu des observations par l'UNILET, des notations en culture, pré et post des attaches. Si je montre concrètement à quoi ça ressemble un peu plus, et bien là, je reviens toujours sur mon agriculteur numéro 1. Je vois qu'il a fait un labo en janvier, 2 faux semis en avril et mai, qu'il a semé son haricot en juin pour le récolter en septembre. Sur cette période de culture, on a eu 5 désherbages chimiques dans le privé et un binage en juillet. La première chose qu'il fera, grâce aux observations linéaires, c'est qu'il n'y a pas de différence de poste et de pré-désherbage. On est toujours au niveau des 150 ou 100 pieds à l'hectare. Ça montre qu'une efficacité du désherbage chimique ou mécanique peu efficace. Voir le binage un mois après le semis est un peu tardif. Quand on regarde d'autres données, on voit qu'on n'a pas de nettoyage de matériel sur la parcelle. On voit qu'il n'y a pas de gestion spécifique des bordures, ni de d'irrigation, et certains de ses voisins ont peut-être. Donc, il y a une partie de ces éléments qui sont déjà intégrés dans l'ODA, comme le labour, le Fuxui. On a d'autres éléments qui sont moins intégrés. Est-ce qu'il y a une différence pré- et post-désherbage? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'environnement de la parcelle, du nettoyage, des mesures spécifiques? Donc, on a besoin de formaliser pour regrouper ces éléments. Donc, ces données-là, sur l'ensemble des agriculteurs, on les a analysées et on a formulé plusieurs hypothèses. Est-ce que, par exemple, il y aura un effet de la fréquence de la culture du printemps? Est-ce qu'il y a un effet négatif du minage? Est-ce que la préparation de sol influe le datura? Est-ce que le datura résiste à l'étouffement? Toutes ces hypothèses, on les a écrites et on les a passées au crible de la publiée, ce qui nous a permis de valider ou non les pistes. Les pistes validées ont été gardées. Ils nous ont fourni des éléments de gestion ou des éléments d'environnement de datura qu'on a pu formaliser sous forme d'une grille complémentaire. Donc là, je vous la montre, on va revenir en détail dans la diapositive suivante. L'idée, c'est que cette grille va donner des éléments pour estimer le risque d'émergence du datura sous forme d'un système indicatif. Une grille où je vais venir compter les points. En fonction du nombre de points, j'aurai un faible, moyen, fort pour mon datura. On a choisi, c'est un choix délibéré, de ne pas pondérer les critères les uns par rapport aux autres. Juste une pondération à l'intérieur de ce critère. Le but, c'est vraiment une prise de conscience d'un ensemble d'éléments qui seront impactants pour le datura. Donc là, si je zoome sur ma grille, qu'est-ce qu'on a décidé de choisir? On va commencer à regarder, est-ce que le datura est présent sur ma parcelle? Oui ou non? Si mon datura est brisant, aisément, je vais venir regarder. Je vais regarder ce qui se passe sur les cultures précédentes aux légumes dans ma rotation. Est-ce que le datura est levé? Dans quelle quantité? Est-ce qu'il est monté à l'air? Puis, je vais venir regarder les pratiques en culture légumière. Je vais venir regarder pour mon minage. Est-ce que ma parcelle est irriguée? Est-ce que je mine tardivement? Toujours en post. Est-ce que mon désherbage chimique, donc que les molécules qui sont appliquées sur datura, est-ce que j'interviens suffisamment tôt? Quelle est la préparation de ça? Est-ce que j'ai une préparation plutôt moyenne, fine, très fine? Est-ce que je mets en place des moyens spécifiques, comme la gestion des bordures, l'arrachage des fins de tonneaux, l'arrachage des pieds, l'apport organique composté, tous ces moyens prophylaxiques pour le datura. Si le datura n'est pas présent sur ma parcelle, je vais venir regarder est-ce que je nettoie mon matériel entre les parcelles? Est-ce que je fais de l'apport organique non composté? Donc la grille, elle se lit de gauche à droite et de bas en haut. L'idée, c'est qu'à chaque fois, je vais venir suivre l'arbre qui se dessine pour additionner les points. Là, par exemple, un chemin, j'ai du datura présent sur la parcelle. Oui. Sur mes cultures précédentes légumières, est-ce qu'il a levé? Est-ce que j'en avais inférieur ou plus de pieds à l'hectare? S'il y avait moins de 2 hectares monté à 20, j'y vais moins. On va venir regarder en légumes. Est-ce que ma parcelle est irriguée? Oui, j'ai un 3 points. Est-ce que je mets une 30 jours à brosse? Oui, je rajoute 5 points. Est-ce que ma première intervention, elle est après 30 jours? Non. Donc là, je me m'ajoute pas de points. Et je viens faire toutes les colonnes et calculer mon nombre de points pour obtenir une second nombre de risques complémentaires. On ne va pas vous détailler chaque élément de cette grille, mais on a choisi de vous en détailler deux.
Le premier qu'on a choisi de détailler, c'est le seuil de l'agriculture précédente. Pourquoi on a décidé d'intégrer un seuil? Parce que même si c'est déjà pris dans le débat, des faits, la toxicité n'est pas prise en compte. Donc on a décidé de la prendre à une échelle plus grande que les décalés fumiers. Et on a choisi de prendre la sèche sur le maïs. Pourquoi sur le maïs? Parce que c'est une culture qui est présente sur les 3 zones géographiques de l'étude. On a déjà un seuil réglementaire qui est fixé. C'est une culture où il y a beaucoup de datura, qui est souvent citée comme étant problématique des datura. Et c'est une culture, de par son écartement et parfois sa lenteur au démarrage, qui va avoir tendance à se. Donc, comment le seuil de pied a été calculé? On appelle le réglementaire 15 microgrammes de toxines par kilogramme de maïs. Si je prends un rendement moyen maïs grain, je suis autour des 9 tonnes. Je fais le ratio, ça fait que le maximum, j'ai le droit à 165 mg par hectare d'alcaloïdes. Sachant que dans un gramme de graines de natura, j'ai 4,4 mg d'alcaloïdes, ça fait que j'ai le droit au maximum de 30 graines à hectare, et qu'une graine pèse plus ou moins 6 mg, ça donne le droit à 4500 graines. Et donc, avec un pied de natura qui font environ 2500 graines, ça me donne un seuil de pied à l'hectare. Comme ça que le seuil a été calculé. Ensuite, pour la montée à graines, c'était vraiment pour donner, renforcer le coup sur la persistance dans le sol. Même si c'est déjà pris dans le débat, alors on a décidé ici de l'accentuer. Le second point qu'on a décidé de présenter, c'est la préparation du sol. Pourquoi elle va influer sur le risque spécifique de la nature. Dans une première étude, donc cette étude nous montre que le meilleur moyen au laboratoire pour faire lever la dormance du décor, c'est de le scarifier mécaniquement. On voit qu'on a 90% de levée et un taux de levée assez rapide. Comparé aux autres modalités, on est plus autour des 20-30%. C'est vraiment la modalité dans cette étude qui a été la plus efficace en termes de nombre de natura germées que en 2010. La seconde question avec ça, une seconde question est apparue, c'était est-ce que le travail du sol peut avoir un effet sur ça? Dans une seconde étude, on voit que le natura est sensible au travail du sol. Si j'ai travail du sol, j'ai une statistique du pourcentage de levée. Et si on regarde l'analyse croisée, si je travaille mon sol, ben les levées auront lieu plus facilement en profondeur, de manière statistique. Ça nous amène là, en disant, ben voilà, le travail du sol a un effet, la starification a un effet, donc plus la préparation du sol sera fine, notamment avec des outils type rotavator ou restauratif, plus j'aurai de chances que ma graine soit bougée, plus la réaction va se starifier soit par l'outil, soit par les éléments du sol. Donc plus j'aurai de chances d'avoir des levées en nature. Et donc, plus mon risque va être élevé. Donc, notre grille, on l'a fait, différents éléments, mais il a fallu la développer. L'hypothèse était plus j'ai de pratique à risque, plus j'ai une note importante, plus mon salissement est important. Donc, pour estimer le salissement, on s'est servi de ces petits schémas-là pour des questionnaires agriculteurs. Avec un où je vois que j'ai très peu de natura, 4, je suis en rayon. Donc, quand on regarde le lien entre les deux, on voit que c'est plutôt quand j'ai plus ma note est forte, plus j'ai un salissement fort, plus ma note est faible, plus mon salissement est faible. Parfait. On a juste un cas particulier qui ne rentre pas, dans les cases. C'est l'agriculteur numéro 7. Il a été creusé chez lui ce qui s'est passé. C'est un cas un peu spécifique. C'est quelqu'un qui, suite à un passage en bio, avec 3 ans de jachère, qui se rend compte qu'il y a un stock semencier en hausse après ces 3 ans de jachère et des pratiques qui ne sont pas encore à l'optimum. Donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir un salissement satisfaisant pour ce désherbage. Ça nous a permis de valider notre grille, on a vraiment arrêté. Maintenant, le second objectif était de se dire à partir de quel moment je considérais que j'ai un risque moyen et à quel moment j'ai un risque fort. Donc le point de bascule se fait à 17. On voit qu'à 16 et en dessous, tous les salissements post-désherbage sont égaux ou inférieurs à 1. Par contre, à partir de 17, on voit qu'ils sont supérieurs à 1. Le déturant étant très toxique, dès qu'on dépasse les 1, ça devient plus acceptable et plus gérable au niveau toxique. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre un seuil aussi. La seconde chose qu'on voit, c'est que les notes obtenues au niveau des agriculteurs par cette nouvelle grille ne sont pas liables au score d'erreur. Ce qui est plutôt une bonne chose, parce que le but, ce n'est pas de faire 2 outils qui sont liés, mais qui vont dans le même sens. Donc, j'aurai une note d'erreur qui sera intéressante et une note grille pour mon risque spécifique toxicité.
Pour lier justement à avoir une convergence un peu plus forte, on a décidé de faire une grille de croisement entre la note d'erreur sur les colonnes, sur les lignes, et la note spécifique sur les colonnes. L'objectif, c'est de lier ces premières grilles à la note d'erreur. Donc là, vous avez une grille simplifiée. La grille finale est plus détaillée au niveau des préconisations. Là, le but, c'était d'avoir une grille un peu schématique qui passe à l'écran. L'objectif, c'est vraiment de relier les deux et d'améliorer la gestion sous le. Donc, je reprends encore une fois l'exemple de mon agriculteur numéro 1. Donc, pour rappel, une note en datura Odera de 58. Au niveau des pratiques, j'ai du désherbage chimique, j'en ai beaucoup, peu efficace, un minage un peu tardif, des faux semis avant la culture, un labour en janvier. Je n'ai pas de gestion spécifique de broyage ou d'arrachage par l'agriculteur, et je n'ai pas de nettoyage du matériel. Et donc, si je viens croiser au niveau de ma grille, j'ai un score qui est égal à 22, donc supérieur à 17, un risque élevé. C'est dans le pire cas possible, j'ai un risque de toxicité très important, un système très important. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme préconisation pour lui? Par exemple, au niveau du système, peut-être ajouter des cultures d'hiver pour allonger la rotation, casser un peu le cycle. Au final, la seule culture problématique était le haricot, donc peut-être ne pas toucher aux dates de semis des autres cultures de printemps. Et plus spécifiquement, sur le légume, ça va être de faire des pinages plus précoces. On voit que c'est quelqu'un qui met déjà en place un pinage, et peut-être le positionner de manière plus efficace. De faire de l'arrachage manuel, ou si ce n'est pas possible, en gestion temporelle, de broyer les trains d'irrigation, nettoyer son matériel, faire un peu de prophylaxie. Enfin, d'avoir une vigilance dans cette culture, parce que là, on avait un salissement qui était autour des 200 pieds au mètre carré. C'est sûr que même si le risque, 200 pieds à l'hectare, même si le risque est très faible, il doit en avoir quand même en culture de pommes de terre. Donc, des vigilants pour empêcher les montées à graines et le retour au stock semencier. Donc, voilà un second sondage qui va être lancé. Selon vous, quelle est la principale source de contamination vécue par les adventistes toxiques? Est-ce que c'est culture précédente mat désherbée, les transports de graines, les transports de fruits vers le matériel de récolte, des lots de semences avec des impuretés ou le transport par le vent? Laisse répondre. Que 5 personnes qui ont répondu pour le moment. Et certaines personnes qui ont peut-être des problèmes. Ah, ça y est, on monte à 10. En attendant, peut-être. Merci. Donc, en fait, la grande majorité des participants analysent la principale source de contamination comme l'effet cumulatif des cultures précédentes mal désherbées. Mais voilà, d'autres sources de contamination par les matériels du récolte ou les matériels de travail du sol sont évoqués, de même que le transport par le vent. Mais bon, voilà, là, sur le transport par le vent, c'est quand même un peu compliqué parce que voilà, c'est des graines assez lourdes. Donc, il faudrait quand même qu'elles chutent d'assez haut pour être transportées par le vent. Merci. Et donc, on va pouvoir passer aux questions. Alors, il y avait donc une question qui est arrivée un petit peu tardivement par rapport à la première partie, donc c'est pour Olivier, de Denis Belno, et qui demande si notre filière des légumes est concernée par les problèmes d'alcaloïdes pyrrolidisiniques qui sont propres aux astéracées et aux borraginés. Cette question pointue. C'est les sensons, notamment. Donc, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose concernant le senson, surtout sur les cultures de petits pois. L'épinard, oui, moi je pense aux petits pois pour le sud-ouest au printemps. Ça arrive qu'il y ait des sensons, moi j'ai pas eu. Donc, du coup, on est confronté à cette adventice-là. Je pense que c'est plutôt bien géré. Pour l'instant, on n'a pas vu dans l'éveil sanitaire de soucis par rapport à ça.
Et ça, je pense que ça sera une des pistes éventuellement à explorer ou à complémenter, voilà, par rapport à ce projet où on a travaillé exclusivement sur Datura et Morel. En l'occurrence, il n'y a pas eu d'alerte sanitaire sur les alcaloïdes pyrolydicyniques. Alors, peut-être une autre question. J'avais une petite question, sinon, en attendant, sinon, par rapport du coup, à la quinzaine d'agriculteurs dont on a fait remonter les pratiques, les états des lieux, par rapport à la grille finale, donc là, tu nous as présenté un qui était dans le pire cas. Les autres, ils se situent où à peu près? Est-ce qu'il y a de la diversité au final? Il y a de la diversité, donc c'est intéressant. Là, tu vois tous les différents agriculteurs. J'ai des notes qui vont de 12, donc le mieux à 22, le pire que je présente. Donc on voit qu'on a des agriculteurs, donc là, notamment c'était un cas un peu extrait, mais l'agriculteur numéro 2, qui est un bio, a un cas, quelque chose qui marche très bien parce qu'on voit que ce salissement près des herbages, on a 2,5, donc quand même une note assez forte. Et on voit que les pratiques qu'il met de binage et de RCT sont plutôt satisfaisantes parce qu'il arrive à le gérer très bien, malgré une note d'érable, donc un risque très élevé. Parce que c'est des cultures très orientées printemps, très orientées légumes. Donc, un système qui est peu résilient par rapport au Datura, qui est à risque, mais des pratiques dans la culture qui sont suffisamment efficaces pour compenser ce risque. Alors, il partait sûrement d'un stock semencier assez faible, et il arrive à manière finalement faible dans illimitable totalement. Donc, on a vraiment une belle diversité, c'est ça qui nous a permis dans une validation, parce que si j'avais tout en mauvais, ça aurait été facile. Ouais. Là, j'en ai tu vois, des 12, des 15, des 12, des 14 qui ont des pratiques suffisamment performantes pour gérer le Datura en ligne. Alors, pendant ce temps-là, il y a une autre question qui est arrivée. C'est de monsieur ou madame Roubal qui pose des questions sur la persistance des graines, alors je pense de Datura. Et dans le fumier de cheval, pour les gens qui utilisent du fumier de cheval en bio. Alors, le Datura, la graine résiste bien au fumier. C'est vraiment le compostage. C'est pour ça qu'on a décidé dans la vie de mettre l'apport organique non composté comme étant un risque. Il faut vraiment le composter pour diminuer, pour réduire le risque. Et au demeurant, pour l'alimentation du bétail, alors notamment pour les ruminants, il y a aussi des normes de teneur en alcaloïdes. Donc déjà, pour le cheval lui-même, peut-être que ça pose un problème d'ingérer des alcaloïdes tropaniques. Complètement. C'est vrai qu'on avait vu du coup que c'est vraiment la montée en température lors des étapes de compostage qui permettent de détruire la capacité germinative de la graine. Ce qui n'est pas le cas, voilà, si c'est du fumier brut, où on se pose des questions aussi pour de la méthanisation, il n'y a pas cette montée en température-là. Pour l'instant, c'est vrai que c'est vraiment cette montée en température vraiment dans un compostage, on va dire, normalisé, certifié, qui permet de garantir une non-contamination avec des graines de Datura.